Sur l'île reculée de Sumbawa, qui fait partie de ce que nous appelons aujourd'hui l'Indonésie, une montagne colossale a sommeillé pendant des siècles. C'était le Tambora, un stratovolcan pour les habitants des royaumes de Tambora. Pekat, Sanggar, c'était une caractéristique de leur paysage, un géant silencieux veillant sur leur vie. Pourtant, le 10 avril 1815, ce géant s'est réveillé avec une violence qui allait résonner à travers le monde. L'éruption n'était pas seulement locale, c'était un événement d'importance planétaire, l'explosion volcanique la plus puissante enregistrée. Son rugissement a été entendu à plus de 2000 km, parfois confondu avec des tirs de canon, un avant-goût du chaos à venir. La cause était simple et terrifiante. L'explosion a projeté d'immenses volumes de cendres roches pulvérisées gaz sulfureux haut dans la stratosphère, au-dessus des systèmes météo ordinaires. Ce n'était pas juste un nuage de fumée, c'était un linceul planétaire. Ces particules fines, en particulier le dioxyde de soufre converti en aérosol de sulfate, ont formé un voile persistant et réfléchissant autour de la Terre. Une couche stratosphérique agissant comme un miroir sale, réduisant le rayonnement solaire à la surface, abaissant le thermostat mondial. Avant 1815, le monde était déjà en mutation. L'Europe sortait des guerres napoléoniennes, des changements sociaux et économiques remodelaient l'hémisphère nord. Le climat était encore marqué par le petit âge glaciaire. Dans cet équilibre fragile, Tambora a infligé un choc sans précédent. L'éruption n'a pas seulement refroidi temporairement, elle a déclenché une anomalie climatique de plusieurs années, modifiant les régimes météorologiques, dévastant l'agriculture, déchirant le tissu des sociétés à des milliers de kilomètres, bien avant que l'on puisse expliquer facilement la cause. Tambora raconte deux catastrophes liées. Premièrement, l'anéantissement immédiat et ardent des communautés locales. L'éruption du mont Tambora fut un événement géologique d'une ampleur presque inimaginable, l'aboutissement de décennies de pression s'accumulant profondément dans la croûte terrestre. Lorsque la montagne a finalement éclaté, elle l'a fait avec une force estimée à plus de 100 fois plus puissante que l'éruption de 1980 du mont St. Helens. Elle a libéré un panache colossal cendre-gaz-roche qui a atteint une altitude étonnante de plus de 40 km, pénétrant profondément dans la stratosphère. Cette colonne de matière surchauffée, plus large que l'île elle-même, a transformé le jour en nuit absolue. Le volume de matière éjectée était stupéfiant, estimé à plus de 150 km3, assez pour couvrir une zone de la taille de la Grande-Bretagne d'une couche de cendres de plusieurs centimètres d'épaisseur. Alors que cette colonne imposante de débris commençait à s'effondrer sous son propre poids immense, elle a déclenché l'aspect le plus meurtrier de l'éruption, les coulées pyroclastiques. Il ne s'agissait pas de rivières de lave lente, mais plutôt d'avalanches incandescentes et turbulentes gaz-cendres, fragments de roches chauffés à des centaines de degrés Celsius et se déplaçant à la vitesse d'un ouragan. Elles ont dévalé les flancs du volcan, incinérant tout sur leur passage. Forêts, villages, royaumes entiers, les coulées étaient aussi massives et énergiques qu'elles ne se sont pas arrêtées au littoral. Elles ont déferlé sur la mer vers les îles voisines, une marée de feu qui a apporté la mort et la destruction totale partout où elle est passée. Simultanément, l'effondrement de la chambre magmatique profondément sous la montagne a provoqué l'affaissement de toute la partie supérieure du Tambora sur elle-même, formant une caldeira massive de 6 km de large et de plus d'1 km de profondeur. Cet effondrement structurel a généré d'autres explosions et a envoyé des tsunamis rayonnants à travers l'archipel indonésien, emportant les colonies côtières qui avaient échappé aux coulées pyroclastiques initiales. L'air sur des centaines de kilomètres à la ronde est devenu étouffant. Un mélange épais et suffocant de cendres gaz sulfureux, rendant la respiration un acte tortueux. Le ciel est resté sombre pendant des jours, un crépuscule terrifiant et contre nature qui a plongé les survivants dans un monde d'ombre et de peur. L'impact global, le plus profond cependant, est venu de la composition chimique du matériau éjecté. L'énorme quantité de dioxyde de soufre gazeux propulsé dans la stratosphère fut le véritable agent du changement climatique. Une fois dans cette couche atmosphérique stable, le gaz a subi une transformation chimique, formant une fine brume d'aérosols d'acide sulfurique. Contrairement aux particules de cendres plus lourdes qui retombent relativement rapidement sur Terre, ces aérosols pouvaient rester en suspension pendant des années. Section 4. Un voile sur le Soleil. Le gel profond global.
Tandis que la région immédiate autour du Tambora sombrait dans le chaos, le fin voile d'aérosols de sulfate se répandait silencieusement et invisiblement dans la stratosphère. Porté par les vents de haute altitude, ce bouclier réfléchissant a commencé à encercler le globe entier, avec les effets les plus significatifs se manifestant dans l'hémisphère nord au cours de l'année suivante, 1816. L'impact sur le climat mondial a été dramatique, entraînant une chute moyenne de la température de surface d'environ 0,4 à 0,7 degrés Celsius. Bien que cela puisse sembler un petit chiffre, cela a suffi à déclencher des événements météorologiques extrêmes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, perturbant l'équilibre dont dépendaient l'agriculture et la société. L'année 1816 a gagné son titre infâme, l'année sans été. En Nouvelle-Angleterre, un brouillard sec persistant a été observé, qui a obscurci le soleil. Dans l'est du Canada, le même phénomène affichait une étrange teinte rougeâtre. Mais les phénomènes les plus choquants furent les vagues de froid récurrentes. En juin, de fortes chutes de neige ont recouvert le Québec, le Vermont et New York, tuant les moutons fraîchement tondus et détruisant les jeunes pousses. Extrait : un journal de 1816 décrivant le froid et la neige en juin. Les rivières de Pennsylvanie étaient encore gelées en juillet. De la glace sur les lacs et les rivières a été signalée aussi loin au sud que la Virginie. Il ne s'agissait pas seulement de jours froids, c'étaient des gelées sévères, destructrices pour les récoltes, qui ont frappé à plusieurs reprises pendant les mois les plus chauds. De l'autre côté de l'Atlantique, l'Europe a subi un sort similaire. Le temps froid et humide a provoqué l'échec spectaculaire des récoltes de céréales, de pommes de terre et de raisins, entraînant pénurie et émeutes. Section 5. L'année sans été, une histoire humaine de froid et de faim. Les données climatiques abstraites de 1816 se traduisent par d'innombrables histoires individuelles de difficultés de désespoir et de profonds changements dans la vie quotidienne. Pour les familles d'agriculteurs, l'année fut une lutte incessante contre un ennemi incompréhensible. Dans le Vermont, un fermier nommé Joseph Smith Sr. et sa famille ont été ruinés financièrement après 4 échecs consécutifs de récolte dus aux gelées estivales, un revers qui les a finalement poussés à migrer vers l'ouest, à New York. C'était une histoire courante. Des milliers de familles de la Nouvelle-Angleterre, confrontées à la famine et à l'endettement, ont fait leur bagage et se sont dirigées vers l'ouest, contribuant à l'expansion vers l'ouest des États-Unis. Ce n'étaient pas des pionniers en quête d'opportunités, mais des réfugiés climatiques fuyant une terre de récolte gelée. Le froid et la morosité omniprésents ont eu un effet tangible sur la culture et l'humeur. Les gens ont été contraints de porter des vêtements d'hiver pendant les mois d'été, et le besoin constant de bois de chauffage a mis à rude épreuve les ressources et les budgets des ménages. Les rassemblements sociaux et les festivals d'été, piliers de la vie communautaire, ont souvent été annulés en raison du temps misérable. Le coût psychologique des cieux obscurcis, du froid incessant et de la faim lancinante fut immense. Les journaux intimes et les lettres de l'époque sont remplis d'expressions de désespoir, de confusion et d'anxiété religieuse, beaucoup croyant que le temps bizarre était un signe de punition divine ou de l'apocalypse. Sur les rives du lac Léman en Suisse, un groupe d'écrivains anglais s'est trouvé confiné par la pluie. Lord Byron Percy Bysshe Shelley, Mary Wollstonecraft Godwin, plus tard Mary Shelley. Pour passer le temps, ils se sont mis au défi d'écrire des histoires de fantômes. Ce concours littéraire lugubre a donné naissance à Frankenstein de Mary Shelley, création contre nature et de paysages désolés et glacés. Et The Vampire de John Polidori, qui a jeté les bases de la légende moderne du vampire. L'obscurité extérieure a alimenté un nouveau type d'obscurité dans la littérature. La crise a également stimulé l'innovation par nécessité. En Allemagne, l'échec de la récolte d'avoine, qui était la principale nourriture pour les chevaux, a entraîné une grave crise des transports. Un inventeur allemand, nommé Karl von Drais, a été motivé par ce problème pour développer une nouvelle forme de transport personnel qui ne nécessitait pas de cheval. Le résultat fut sa Lauf Machine ou machine à courir, un engin à 2 roues qui fut l'ancêtre direct du vélo moderne. Cette invention remarquable témoigne de l'ingéniosité humaine face à l'adversité. Un petit phare sur roue de progrès émergeant d'une année de souffrance et de froids mondiaux. Section 6. Écho dans l'art et la science. Le sillage culturel du volcan. L'héritage du Tambora s'étend bien au-delà de la souffrance immédiate qu'il a causée, laissant une empreinte permanente sur la compréhension scientifique et l'expression artistique. Pour les scientifiques, l'année sans été est devenue une énigme fascinante et cruciale.
Ce n'est qu'au XXe siècle que le lien a été définitivement établi, principalement grâce aux travaux des climatologues qui ont étudié les carottes de glace du Groenland et de l'Antarctique. Ces archives gelées contenaient des couches de dépôts acides pouvant être datées précisément, montrant un pic massif des niveaux de sulfate correspondant à l'année 1815. Cette preuve physique, combinée à l'étude des cernes des arbres qui montraient une croissance ralentie en 1816, a fourni la preuve irréfutable qui a relié le froid mondial au lointain volcan indonésien. Cette découverte a révolutionné le domaine de la climatologie. Le Tambora est devenu l'exemple archétypal d'une seule éruption capable d'impacter le système climatique mondial. Il a fourni une étude de cas cruciale pour comprendre les effets des aérosols sur la température et les régimes météorologiques, une connaissance désormais fondamentale pour la modélisation climatique moderne. Les effets atmosphériques ont aussi imprégné les arts visuels de l'époque. La grande quantité d'aérosols dans la stratosphère a diffusé la lumière de façon inhabituelle, produisant des couchers de soleil spectaculaires, orange et rouge. Section 7. Leçon des ténèbres. Humilité, préparation et espoir. L'histoire du Tambora et de l'année où il a effacé l'été nous transmet une leçon d'humilité puissante et intemporelle. Elle nous rappelle avec force que, malgré nos avancées technologiques et notre sentiment moderne de contrôle, la civilisation humaine reste profondément vulnérable aux forces immenses du monde naturel. Un seul événement géologique, survenu sur une île lointaine, a pu perturber le climat à l'échelle planétaire, déclenchant la famine, la maladie, des bouleversements sociaux sur des continents. Cette humble vérité nous oblige à reconnaître notre place au sein d'un système planétaire complexe et puissant, que nous ne commandons pas et que nous ne pouvons que nous efforcer de comprendre et de respecter. Nous ne sommes pas les maîtres de la Terre, mais des passagers sur elle. De cette humilité, une deuxième leçon cruciale émerge, la nécessité absolue de la préparation et de la résilience. Les famines de 1816 n'ont pas été causées par un manque de nourriture sur la planète, mais par des échecs de récolte localisés et l'incapacité de déplacer les surplus vers les zones de besoin. Aujourd'hui, l'événement du Tambora souligne l'importance de créer des systèmes robustes pour atténuer de tels chocs. Cela inclut le maintien de réserves alimentaires stratégiques, le développement de pratiques agricoles diverses et résilientes, et la promotion de la coopération internationale pour les secours en cas de catastrophe. La surveillance scientifique des volcans actifs et l'amélioration des modèles climatiques sont des descendants directs des leçons tirées de 1815.